révélation explosive. Alors évidemment à vérifier, évidemment à contrôler. Alors tout de suite on dit non, c'est faux, non, c'est vrai. De Seymour Hersh. Seymour Hersh, très célèbre journaliste américain, 85 ans, prix Pulitzer, et qui dit, lui, qui s'appuie sur un certain nombre de sources, qui dit que ce sont les plongeurs de l'US Navy, de la marine américaine aidée par la Norvège, qui ont posé des explosifs sur ces gazoducs en juin 2022. Et 3 mois après, ils ont été actionnés. Alors, Éric Dénessé, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes politologue, vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors après, évidemment, la bombe, entre guillemets, du journaliste Seymour Hersh, est-ce qu'on est plus avancé aujourd'hui? Est-ce que pensez-vous de ces révélations? Et on sait un peu plus sur ce qui s'est passé, sur ce fameux sabotage de juin dernier? Alors, d'abord, je crois qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, qu'il est Seymour Hersh, il ne s'est quasiment jamais trompé par le passé, depuis ses premières révélations en 68 sur les massacres au Vietnam jusqu'à son dernier livre qui expliquait la manière dont Oussama Ben Laden a été véritablement éliminé, qui n'a rien à voir avec le narratif qui avait servi la Maison-Blanche. C'est pas un homme qui raconte des histoires, bien sûr, tout le monde peut se tromper. Et je crois qu'il faut revenir sur le film des événements, parce que dès l'invasion russe en Ukraine, on a vu les autorités américaines commencer à faire des allusions et des menaces sur les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il y a eu ensuite les sanctions qui ont amené une forme de réduction du débit de gaz à l'attention de l'Allemagne, et ça a été rapidement remplacé par du gaz américain. On a ensuite, à la date du 26 septembre, le fameux sabotage, alors selon une opération qui est assez précisément décrite par Seymour Hersh, et qui me semble difficilement inventé. On voit très rapidement après cet attentat les Américains se féliciter et essayer d'orienter les soupçons contre la Russie. Et puis dans les semaines qui suivent, on voit un certain nombre de bruits qui circulent où on dit ce sont probablement les Américains, parce que si c'était les Russes, bien sûr, tout le monde aurait crié les Allemands en premier. On voit ensuite un second bruit qui dit ce sont les Américains avec l'aide d'un pays de l'OTAN. Oui, et avec puis, les Anglais, on a beaucoup parlé des Anglais aussi. Voilà. Oui. Mais c'était encore assez trouble et assez peu précis. Et puis arrive l'article de Seymour Hersh, qui encore une fois est un homme qui a d'excellentes sources dans l'appareil de renseignement politique ou dans l'appareil militaire américain, qui décrit par le menu, selon lui, bien évidemment, la manière dont l'opération a été conduite par des plongeurs norvégiens spécialistes de l'intervention sur les plateformes pétrolières en eau très profonde, une opération pilotée par les Américains. Et je dirais, ceci paraît bien sûr corroboré par une déclaration d'un procureur allemand chargé de l'enquête qui a dit que pour lui, il n'y avait strictement aucune preuve incriminant la Russie. Donc, à défaut d'avoir bien sûr des preuves absolument des faits factuels. Il y a quand même de très fortes présomptions. On doit rester prudent. Il y a eu effectivement une série de dénégations à la fois de la part de la CIA, du porte-parole de la Maison-Blanche et des autorités norvégiennes. Mais que pouvait-il faire d'autre qu'un démenti? Donc, pour l'instant, ils n'ont convaincu personne. Et je crois que, malheureusement, nous pouvons toujours nous tromper, que la description des faits qu'a donné Seymour Hersh est probablement celle qui est la vérité. Alors, Éric Dénessé, juste sur ce plan-là, évidemment, pour le moment, c'est la version de Seymour Hersh qui, effectivement, n'est pas un perdreau de l'année. Ça a été, depuis 68, il a fait énormément de révélations de tous les côtés. En tout cas, c'est quelqu'un d'indépendant, de profondément indépendant. Mais si c'est prouvé, je dis bien si, avec un grand S et un grand I, quelles pourraient être les conséquences ? D'abord, je pense que ce ne sera jamais prouvé parce que les autorités américaines ne le révéleront jamais. Et si un membre de la CIA venait lui-même à dire la même chose, il serait probablement victime d'un démenti aussi cinglant. Rappelons aussi que Seymour Hersh, à l'âge qu'il a, n'a pas de raison de briller et de raconter n'importe quoi, et que pour la petite histoire, il est lui-même déjà accusé d'être complotiste sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est amusant. Qu'est-ce que ça pourrait ? Je pense que beaucoup de services européens, beaucoup d'états-majors politiques européens ont des éléments probablement encore plus probants et peuvent confirmer cela. Ce ne sera pas nécessairement accessible pour le grand public, mais ça pose un problème majeur. C'est que ce sabotage des deux pipelines, c'est un véritable acte de guerre, je dirais, en direction des Allemands, et cet acte de guerre est commis par leur allié et leur protecteur américain. Puisque un protecteur est légendaire, enfin, depuis 1945, oui, absolument. Tout à fait. Oui.
Ah, on vous entend plus là, Éric Dénessé. Oui, prenez votre téléphone. Mais juste, je voudrais poser une question à Nicolas Meillan. On est tout aussi ravis de vous recevoir. Nicolas Meillan, vous êtes ingénieur et vous êtes spécialiste sur les sujets du transport et de l'énergie, et pas seulement. Mais je voudrais vous parler, au fond, qu'est-ce qui a provoqué? Parce que ça, on en parle, mais au fond, vous dites, vous avez tweeté là-dessus, Nicolas Meillan, vous dites, n'oubliez pas que quand on parle des prix d'électricité, etc., n'oubliez pas le rôle qu'a joué le sabotage de Nord Stream 2 dans cette hausse exponentielle. Alors, c'était pas que le sabotage, c'était le tuyau tout court, en fait. Parce que si on prend l'historique, Nord Stream 2, il a été décidé à la construction en 2018. Et donc, il a été construit en 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, il était terminé en septembre 2021. Et donc, M. Poutine, à ce moment-là, voulait bien évidemment le mettre en marche. L'activité, mais il savait très bien qu'il y avait de l'opposition d'un certain nombre d'Européens, les Ukrainiens, les Polonais, et aussi, bien évidemment, les États-Unis, qui se sont toujours opposés à ce tuyau, qui avaient mis en place d'ailleurs des sanctions contre ce tuyau, qu'ils ont levé 2 mois avant la complétion. Je rappelle que les États-Unis, en 1982, ils ont déjà fait sauter un pipeline. On n'en parle pas beaucoup, mais pendant l'invasion de la Pologne, ils ont fait sauter un pipeline par Ronald Reagan. La Russie à... Voilà, c'était un pipeline transsibérien qui devait aller en Europe. Ils se sont toujours opposés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à ce que l'Europe construise le moindre lien avec la Russie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que M. Poutine, à partir de juin 2021, a commencé à réduire les approvisionnements en gaz naturel de l'Europe. Et donc, dans ce cas-là, le prix du gaz a commencé à augmenter doucement. Dès juin 2021. Dès juin 2021, bien sûr. L'augmentation, elle date de juin 2021, elle ne date pas du 24 février 2022. Et comme en Europe, notre prix, le mécanisme de fixation des prix de l'électricité fait que c'est indexé de facto sur le gaz naturel, le prix de l'électricité français augmente à partir de juin 2021. Et puis après, on continue. Les Allemands disent en octobre à M. Poutine, il va falloir que vous le fassiez certifier. Et puis en novembre ou en décembre, là, la certification est refusée parce que les Américains et les Ukrainiens ont réussi à convaincre les Allemands de ne pas le certifier. Et d'ailleurs, quand M. Poutine, en février, 3 jours avant, donc le 21 3 jours avant février, voilà, 3 jours avant, il dit « Je reconnais l'indépendance des 2 républiques de Lugansk et de Donetsk ». De Donbass, oui. Quelle est la première réaction de Olaf Scholz? Il dit dans ce cas-là, plus de Nord Stream 2. C'est ça la première phrase qu'il dit. Et donc, c'était vraiment au cœur de ce conflit. Et là, effectivement, après, le fait qu'il y ait eu ce sabotage, moi, ce que je disais après l'explosion, c'est que j'étais aux États-Unis en 2002, j'avais regardé de très près les attentats du World Trade Center. Bon, il ne me venait pas vraiment à l'idée de me dire que c'était les Américains qui avaient fait sauter les tours. À l'époque, c'était même d'ailleurs du complotisme. Oui, aujourd'hui, on voit que le complotisme a changé de camp, puisque maintenant, ce seraient les Russes qui se seraient auto-flagellés sur une infrastructure qui leur a coûté quand même 10 milliards de dollars. Soit dit en passant, c'était 1 milliard de dollars pour les Français, on leur a prêté 1 milliard, ils sont perdus pour Engie. Et puis quand même des milliards de dollars de recettes potentielles, alors que le gaz, c'était la seule énergie sur laquelle les Européens n'ont pas mis de sanctions. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de sanctions sur le gaz. Donc ce serait la Russie pour leur rendre service qu'ils l'auraient fait à leur place. Oui, c'est un masochisme un peu spécial. Juste un mot. Alors aujourd'hui, du point de vue économique, ce que nous subissons notamment de cela, c'est quoi exactement, concrètement? Aujourd'hui, c'est terrible parce que vous avez donc le prix du gaz et l'électricité qui augmentent. Rien que pour l'industrie, les 2 énergies, c'est gaz et électricité. Donc on est monté à x10, on est même monté à x20. Il faut avoir en tête que l'électricité en France, ça coûtait entre 30 et 50 euros du mégawattheure. On est monté à plus de 1000. Donc entre x20 et x30. Donc là, on est redescendu, tout le monde est content, mais on est descendu à x3. x3, c'est quand même toujours trop pour nos artisans, pour nos boulangers, pour nos PME. Et le vrai problème, c'est qu'au-delà de ça, le gaz américain est 6 fois moins cher que le nôtre. Au début de la décennie... Non, c'est les Américains qui se sont aujourd'hui enrichis avec le gaz de schiste. Alors j'ai fait un petit calcul justement pour regarder est-ce qu'ils se sont enrichis. Et en fait, depuis le juin 2021, le surplus qu'ils ont gagné avec l'augmentation du prix, c'est 25 milliards de dollars. Alors bien évidemment, c'est pas dans la poche de M. Biden, c'est dans la poche des producteurs. Vous voulez dire un surplus, un bénéfice, enfin... Voilà, l'augmentation des prix, c'est 25 milliards de dollars. Quel est leur effort de guerre en Ukraine? 23 milliards de dollars. En équilibre. Voilà, c'est pas mal équilibré.
Ouais, ben c'est intéressant. Éric Dénessé, justement, de ce point de vue-là, est-ce que tout ça est en train, alors au-delà même de Nord Stream 1 et 2, actuellement la situation géopolitique, je ne vous demande pas des prédictions, on n'est pas là dans un salon de voyance, mais est-ce que ça rebat les cartes quand même géopolitiquement autour de tout cela, autour de Russie-Ukraine et les conséquences du pavé dans les mares? Éric Dénessé? Oui. Oui. Vous avez entendu ma question ou pas? Oui. Je vous dis, ça rebattrait les cartes si nos amis allemands réagissaient. Parce que l'acte de guerre dont ils ont été victimes par les Américains est une atteinte à leurs intérêts économiques et politiques. Et nous n'avons vu pour l'instant ni les politiques, ni les parlementaires, ni les médias réagir par rapport à cet acte qui est quand même quelque chose de terrible. Je dirais qu'il y a un deuxième élément qui est important et qui rebat la donne en ce moment. Ce sont les récentes révélations qui ont été faites par l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, mais également par l'économiste Jeffrey Sachs ou par les Turcs, tous ayant participé directement ou indirectement aux médiations qui ont été lancées dès le début du conflit en Ukraine, et tous les trois, et donnant bien sûr des points de vue concordants, bien qu'ils aient, appartenu à différentes périodes de négociation, et disant que les Américains ont délibérément empêché Zelensky de signer un accord avec Moscou, parce que leur intérêt était la poursuite de la guerre pour essayer d'affaiblir durablement la Russie. Donc là, on a des preuves éclatantes, des interviews de Bennett, des témoignages des négociateurs des négociateurs turcs. Donc tout ça, plus le temps avance, plus nous amène à prendre conscience du jeu machiavélique qui a été celui des Américains et malheureusement du président ukrainien qui a littéralement sacrifié son peuple dans une guerre qui aurait pu être arrêtée, certes de manière très défavorable pour leurs intérêts, au bout de quelques semaines. Oui, et pas de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. On espère que ce ne sera évidemment pas cela. Juste un mot précisément, Éric Dénessé. C'était quand qu'il y a eu cette tentative de négociation à laquelle d'ailleurs Zelensky était prêt à participer et à laquelle, selon les Israéliens, les Turcs et effectivement les Allemands et quelques économistes américains, c'était quand exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Où les Américains ont dit non, et Boris Johnson aussi, le Premier ministre anglais de l'époque, on dit pas question, vous ne négociez pas. Alors, les tentatives de négociation, notamment israéliennes, ont commencé dès la première semaine du conflit. Elles se sont poursuivies quasiment jusqu'à la fin mars. Elles ont été doublées à un moment donné par ce qu'ont fait les Turcs à partir du 10 mars et jusqu'au 29-30. Et d'après les sources qui ont assisté à ces négociations, ils racontent que Ukrainiens et Russes en étaient à la 7e ou à la 8e version d'un document qu'ils s'apprêtaient à signer. Ouais. Depuis le 30 mars, il se produit un revirement complet et à ce moment-là, les deux parties disent qu'elles ne peuvent plus arriver à un accord. Et quand on cherche à l'expliquer, on voit que Biden arrive à Bruxelles le 23 mars, il va au sommet de l'OTAN, de l'Union européenne, puis il est en Pologne le 26, il va rencontrer Zelensky et on sait maintenant, notamment par Jeffrey Sachs, que les Américains ont opposé une fin de non-recevoir aux négociations qui étaient près d'aboutir, et donc a été prise la décision de poursuivre la guerre. Oui, c'est très... Alors, en décision de poursuivre la guerre, tout ça, évidemment, on le saura peut-être trop tard, j'espère assez quand même à l'avance pour réagir. Mais justement, Nicolas Meilland, tout ça, effectivement, on poursuit la guerre, voilà, et on en est aujourd'hui, voilà, nous sommes le 15 février 2023. Dans une semaine, ça fera 1 an, effectivement, exactement, l'invasion russe. Au fond, c'est l'Europe qui paye les pots cassés, l'Europe en général et la France en particulier. C'est l'Europe qui finance une guerre qui n'est pas la sienne, mais qui se passe chez elle. À la fois, elle finance les Américains en leur achetant du gaz naturel cher, elle finance aussi les Russes avec leur gaz naturel et le pétrole. Alors parfois, leur pétrole, ça passe par l'intermédiaire de l'Inde ou d'un autre pays. Mais on finance aussi les Russes aujourd'hui, disons-le. Bien sûr, on finance tout le monde. C'est le premier producteur mondial de pétrole et c'est le premier exportateur mondial de gaz. Donc mécaniquement, on les finance dans une guerre qui nous détruit. Et les Américains ont réussi à faire ce qu'ils avaient échoué, là où ils avaient échoué en 1981, parce qu'à l'époque, quand il y a le conflit en Pologne, moi j'avais 1 an, donc je m'en souviens mal, mais les Européens, il y avait ces discussions d'embargo, et les Européens avaient refusé la mise en place de cet embargo. Ouais. Ils avaient refusé, ils avaient dit non aux Américains. Donc la seule différence entre aujourd'hui et il y a 40 ans, c'est qu'il y a 40 ans on dit non, et là on dit oui avec les bras ouverts.
Oui, l'Europe, Éric Dénessé, ce que dit Nicolas Meillan, c'est on a l'impression que l'Europe, on disait l'Europe puissance médiatrice, l'Europe indépendante, l'Europe qui se construit, etc. Là, on a l'impression, comme dit Sandrine Rousseau de son mari, l'Europe, c'est un homme déconstruit. Oui, totalement. On le voit. D'abord, l'Europe classique et notamment le couple franco-allemand ne joue qu'un rôle secondaire dans cette crise, puisque les liaisons se font essentiellement entre Washington, Londres et la Pologne, qui est un pays extrêmement belliciste. Ce qu'on peut comprendre en raison de son histoire à l'égard de Moscou. Bien Mais sûr. effectivement, les acteurs majeurs de l'Europe dans ce conflit ne sont pas ceux que nous avions l'habitude d'avoir. Ouais. Les Italiens également sont en second rideau. Donc il y a eu aussi un complet rebattage du jeu de cartes à l'occasion de cette crise. Alors, est-ce que ça signifie franchement que l'Europe aujourd'hui, je dis pas, on va pas parler de désintégration, etc., mais au fond, on a l'impression que l'Europe est une espèce de Gulliver complètement empêtré, complètement enchâssé, complètement, j'allais dire un néologisme mauvais, cordélisé, et que, je dis pas que c'est l'impuissance, mais quel rôle joue l'Europe? Il est en coulisses et il compte les coups en prenant position de façon presque irrationnelle, je ne sais pas. Oui, de toute façon, on le voit bien. Vladimir Poutine ne veut parler qu'aux Américains parce qu'il considère qu'il est effectivement confronté à une guerre russo-américaine. Et pour lui, les Européens ne peuvent être que dans le meilleur des cas que des porte-paroles et non pas des interlocuteurs fiables. On voit qu'il y a un tiraillement dans l'Europe entre ceux qui veulent bien sûr appuyer les positions américaines. Et les Norvégiens, les Polonais, les pays baltes sont dans ce cadre-là. Et puis ceux qui sont moins enclins à aller humilier la Russie, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et voilà, ça entraîne à la fois des états d'âme sur l'absence de l'Europe et puis des tiraillements entre ces deux camps. Alors, juste un mot, et je pose aussi la question à Nicolas Meillan, mais d'abord à vous, Éric Dénessé. Dites-moi, on peut pas aussi, on va pas, comparaison n'est pas raison, on va pas parler de Sarajevo, qui a déclenché la Première Guerre mondiale, mais est-ce qu'il peut y avoir un dérapage à l'heure nucléaire? Est-ce qu'il peut y avoir... Je veux dire, on a l'impression que le bruit de bottes, moi je suis plus fort que toi, le bras de fer, etc. Alors il y a le côté théâtre, le côté comédie, le côté théâtralisation, mais quand même, hein, quand on voit les fusées nucléaires et l'armement, est-ce qu'on peut se poser quand même quelques questions? Oui, c'est une question centrale. Je ne pense pas personnellement qu'on ira jusque-là parce qu'il y aura suffisamment des deux côtés d'acteurs rationnels pour éviter un débordement. Quand je parle d'acteurs rationnels, je ne pense pas au président Biden et son équipe, mais je pense au Pentagone et à ceux qui peuvent, être plus mesurés sur ce conflit parce que personne n'y aurait intérêt. Mais le parallèle avec les événements en ex-Yougoslavie est très intéressant puisque souvenons-nous que l'Union européenne avait bien sûr totalement appuyé l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie et qu'elle ne reconnaît pas les mêmes droits aujourd'hui à la Crimée ou au Donbass, et puis qu'on voit les mêmes pratiques de désinformation où les Serbes ont été victimes pendant toute cette guerre d'un véritable matraquage médiatique dont on s'est aperçu après qu'il était à la fois faux ou démesuré, et je pense qu'on vit la même chose sur l'Ukraine aujourd'hui. Et alors, Nicolas Meillan, nous, enfin, on a dit que l'Europe payait et vous l'avez montré, mais quid? On va continuer comme ça, c'est-à-dire qu'on va attendre effectivement de l'extérieur de voir ce qui se passe, et nous, on est quoi? L'objet de ça, on est le jouet de cela. Moi, je le dis depuis début mai, j'attends le réveil des Allemands. Il est lent, il est très doux. Voilà, le plus gros réveil actuellement, c'est il y a 3 jours, les enquêteurs allemands qui affirment qu'il n'y avait pas de preuves que ce soit les Russes. Donc on en est là. Pour le sabotage du Nord Stream. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que l'Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'industrie allemande. Plus l'industrie allemande, plus l'Europe. Donc ça, c'est quand même la route vers laquelle on se dirige, parce que sans énergie bon marché, sans gaz, sans électricité bon marché, il n'y a pas d'industrie. Alors nous, en France, on a un petit peu d'avance, puisqu'il n'y en a presque plus, moins de 10% du PIB, c'est d'ailleurs un drame. Mais pour les Allemands, c'est très compliqué. Donc je pensais qu'ils allaient se réveiller un peu plus vite. Là, peut-être que la sortie de ce journaliste américain va accélérer un petit peu le tempo. Mais ce qui est sûr, c'est que au-delà du conflit nucléaire et du risque sur lequel je ne vais pas commenter parce que c'est pas mon domaine d'expertise, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau économique, pour l'Europe, ça va être catastrophique. Et quoi qu'on en dise le gouvernement, là on parle beaucoup des retraites, mais les boulangers, les industriels continuent à payer 3-4 fois plus cher leur énergie, il n'y a rien n'est fait.
Eh oui. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Éric Dénessé. Merci à Nicolas Meillan. Je crois que voilà, on a un peu éclairé. Voilà, on a amené les projecteurs. Et franchement, on aimerait quand même que nos responsables, les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, du centre, s'occupent un peu moins de s'insulter de la manière la plus triviale qui soit et un peu plus de nos intérêts. Ce serait pas mal. Alléluia, Hosanna, gloire au travail au plus haut des cieux. Selon le parti présidentiel Renaissance, le taux de chômage actuellement serait le plus bas qu'ait connu la France depuis 40 ans. Victoire, victoire, victoire. Eh bien, est-ce que c'est vraiment ça? On va en parler avec notre ami l'économiste Marc Toiti. C'est peut-être un peu plus compliqué. Écoutez. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Chômage, chômage. Tu sais plus bien si c'est la nuit ou le jour. Chômage, chômage. Chômage. Très 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 belle parodie de Voyage, Voyage. Chômage, chômage. Et vous rappelez le mot immortel de Coluche. Chose promise, chôme dû. Eh ben, on se demande, mais alors Marc Toiti, vous avez vu les chiffres. Bonjour d'abord. Bonjour André, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Marc Toiti, alors on dit voilà, taux de chômage au sens du Bureau international du travail se situe le 4e trimestre 2022 à 7,2% de la population active en France métropolitaine, un taux en légère baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Et puis vous avez vu, on dit chômage le plus bas. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu aussi de spectaculaires radiations à Pôle emploi? Expliquez-nous un peu, parce que les chiffres, c'est une chose, le portrait, c'est autre chose. Voilà, exactement. Alors, en fait, pour être exact, on a déjà atteint ce niveau de taux de chômage au premier trimestre 2008. Voilà. Et après, effectivement, il faut remonter en 1982 pour trouver un taux de chômage aussi faible. Et vous avez dit le mot-clé, au sens du Bureau international du travail. Ça veut dire qu'en fait, là, on ne comptabilise que les chômeurs, entre guillemets, labellisés comme tels, hein, c'est triste à dire, c'est-à-dire il faut qu'ils fassent preuve d'une recherche active d'emploi, il faut qu'ils n'aient pas du tout travaillé, il faut qu'ils soient immédiatement disponibles. Voilà, ça c'est le qualificatif du chômage au sens du Bureau international du travail. Par contre, si on regarde le chômage au sens large, c'est-à-dire malheureusement, il y a des personnes qui ont un petit peu travaillé, d'autres qui n'ont pas forcément fait de recherche active, etc., d'autres qui ont été radiés des chiffres. Alors là, c'est complètement différent. Parce que le chiffre n'est pas de 7,2%, mais il est, tenez-vous bien, de 16,5%. Ouais, c'est énorme. Eh ben oui, il a Vous même dites, augmenté. on passe de 7 à 16 en comptant tout ce qui ne travaille pas, quoi. Voilà, si on prend ce qu'on appelle le taux de chômage global, ça veut dire de sous-emploi au sens large, ça veut dire on va intégrer par exemple des personnes qui ne sont plus dans les statistiques mais qui n'ont pas de travail, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de radiations. Il y a également des personnes qui ont un tout petit peu travaillé mais qui n'ont pas travaillé complètement le mois. Là, on ne les met pas dans les statistiques, mais si on les intègre, c'est une statistique de l'INSEE, hein, c'est pas moi qui l'ai calculé, c'est tout à fait officiel, mais c'est qu'on ne communique pas dessus. Alors là, on est sur un niveau de 16,5% de taux de chômage global au 4e trimestre. Et alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce taux de chômage a même augmenté au 4e trimestre. On était à 16,4% au 3e, et là, il a augmenté au 4e trimestre. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins euphorique qu'on veut l'imaginer. Et puis, surtout, il y a un problème, c'est que l'emploi, le chômage, c'est une variable retardée de l'activité. Ça veut dire, en fait, le chômage qu'on a aujourd'hui, ça correspond à ce qui se passait d'un point de vue économique il y a 6 à 9 mois. Là, aujourd'hui, on a une activité en berne, en France, depuis déjà quelques mois. Et donc ça, on aura l'impact sur le marché du travail dans quelques mois. Ce qui veut dire que malheureusement, le chômage va repartir à la hausse dans les prochains mois, les prochains trimestres. Donc il ne faut pas du tout se gargariser avec ce chiffre. Il est quand même à prendre avec des pincettes. Et il est également, je dirais, non extrapolable. Oui, vous voulez dire qu'il ne revient pas à la situation actuelle avec l'inflation, la hausse de l'énergie, etc. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation économique où, vous l'avez dit, il y a une inflation qui est plus forte, il y a des taux d'intérêt qui augmentent, il y a des entreprises qui commencent à licencier, parce qu'on n'en parle pas trop, mais ça commence aujourd'hui parce qu'elles ont des difficultés économiques et parallèlement, on a une situation où, sans parler des grèves, etc., des risques de blocage du pays et autres, donc tout ça fait qu'on a une
activité économique qui est autour des 0%, si vous voulez, qui est en stagnation. Ouais, Et donc, quand vous avez une stagnation économique, après, il y a moins de création d'emplois mécaniquement. Et ça va arriver dans les chiffres du chômage au cours des prochains mois. Ce qui fait qu'effectivement, on va voir un nombre de chômeurs qui va augmenter. Et puis alors, après, il y a un problème également un petit peu technique qu'on appelle le papy boom. Vous savez, c'est-à-dire c'est tous les enfants du baby boom qui maintenant, ils prennent leur retraite. Ils prennent leur retraite, bien sûr. Donc ça réduit la population active. Vous savez, on calcule le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs par rapport à la population active. Mais comme là, il y a beaucoup de personnes qui partent en retraite, si vous voulez, donc ils sont plus dans la population active. Donc la population active baisse. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments un petit peu statistiques, si vous voulez, mais qui ne reflètent pas complètement la réalité du marché du travail français. Non, mais d'abord, Marc Toiti, vous avez eu vraiment le très grand mérite de rappeler que, comme disait l'autre, la carte n'est pas le territoire. Et quand on annonce les chiffres du chômage, il faut les donner vraiment dans leur réalité et dans leur entièreté. Mais ça, évidemment, ce n'est plus de la com. Alors ça marche moins. Oui, c'est vrai que dans un monde de marketing, c'est plus compliqué. Mais bon, alors bien sûr, c'est quand même une bonne nouvelle que le taux de chômage baisse. Bien sûr. Tout oublier. Mais alors après, il y a également des différences entre les emplois. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a dans certains secteurs d'activité, par exemple dans l'informatique, on a des pénuries de main-d'œuvre, ou dans l'hôtellerie, par exemple. Vous voyez, c'est ça un petit peu le paradoxe de la France, c'est qu'on a quand même un taux de chômage global de 16,5%, ça veut dire plus de 6 millions de personnes. Et puis il y a les emplois que les Français ne peuvent pas prendre. Ils ne peuvent pas recruter parce qu'effectivement, il n'y a personne en face. Après, il y a également un problème, j'ai envie de dire, coronavirus, où beaucoup de personnes, finalement, beaucoup de Français, ont quitté le marché du travail. Ils se sont dit, finalement, ça ne m'intéresse pas, donc je ne veux même pas aller pointer au chômage, etc. Donc, c'est ce qui fait que ça sort les chômeurs, entre guillemets, des statistiques, mais ces personnes, malheureusement, sont toujours sans emploi, mais on ne les voit pas, tout simplement. Merci beaucoup, Marc Toiti. Merci de ce tableau. On reviendra avec vous pour parler un peu d'un tableau plus général. Mais ce qui est vraiment intéressant, comme disait Coluche, chose promise, chôme dû. Voilà, ça ne nous rajeunit pas tout ça, c'est vrai. Non, merci. Avec plaisir. Tout de suite, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit Maxime Amblard, ingénieur en génie énergétique et nucléaire, auteur de Abondance et pénurie aux éditions Perspectives Libres. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion. À tout de suite sur Sud Radio. Attention, auditeurs de Sud Radio, attention. Le fascisme revient. Non seulement le fascisme revient, il est prééminent en France, ça y est. Il est prêt de prendre le pouvoir. Heureusement des voix nous avertissent. Heureusement des Cassandres sont là. Heureusement que les lanceuses d'alerte sont là. Écoutez, vous allez tout comprendre. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. Et Giovinezza, le chant des jeunesses fascistes italiennes, hommage à Benito Mussolini. Serions revenus aux heures les plus sombres de notre histoire. Eh bien, écoutez, dans un entretien avec à Europe 1, avec Mathieu Bocoté et Sonia Mabrouk, Sandrine Rousseau lance l'alerte. Pour vous, elle appartient à la même catégorie, par exemple, que Benito Mussolini. C'est le même univers, Marine Le Pen, Mussolini. C'est la même culture politique. Aujourd'hui, donc, elle conteste, selon vous, les élections, la démocratie? En tous les cas, c'est la même culture politique et c'est la même. Les électeurs aussi. C'est les mêmes racines politiques. Ce sont des millions d'électeurs. Mais alors, ces électeurs, c'est autre chose. Et ces électeurs, moi, j'ai envie de dire à ces électeurs et électrices, attention, parce que. Ne vous trompez pas de combat. Vous avez mal voté. Ne vous trompez pas de combat. Pardon ? Vous avez mal voté, vous allez leur dire. Non, oui, je pense qu'ils ont une responsabilité dans le vote qu'ils ont posé. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Vous avez même dit le mot complice. Oui, forcément, parce qu'ils ont voté. 42% des Français sont complices de la montée du fascisme en France. Oui, je le pense. Eh ben voilà. Heureusement que Sandrine Rousseau met les pendules à l'heure. 42% des Français seraient, sinon des fascistes, du moins des compagnons de route du fascisme. Voilà. Est-ce que Sandrine Rousseau a lu un livre sur la doctrine fasciste, ce que c'est exactement? Je ne dis pas ça pour vraiment défendre Marine Le Pen. Bien des choses me séparent, et Dieu sait, sur le Rassemblement national, avec le Rassemblement national. Vraiment, c'est pas ma profonde tasse de thé. Mais enfin, on raconte quoi? Est-ce qu'on se penche un peu? Est-ce qu'on sait ce que les mots veulent dire? Est-ce que ces gens qui nous gouvernent, députés, est-ce qu'ils prennent le temps de comprendre les mots? Est-ce qu'ils prennent le temps d'étudier?
étudié un peu la psychologie de masse du fascisme. Wilhelm Reich et 40 auteurs, au lieu de dire mais oui, et puis c'est français, alors voilà, il faut peut-être les mettre en camp de rééducation. Oui, peut-être, voilà, écoutez, c'est pour ça que je vous dis que je suis pour la liberté d'expression, et surtout celle de Sandrine Rousseau, parce qu'elle est tellement pédagogue. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 15 février avec Maxime Amblard pour son livre Abondance et pénurie aux éditions Perspective Libre. Bonjour Maxime Amblard. Bonjour. Alors Maxime Amblard, vous avez écrit un livre vraiment passionnant parce que c'est un livre qui donne non seulement à penser, mais qui donne les faits, qui donne les chiffres, et vous étudiez ce que c'est que l'énergie. Et vous dites, d'ailleurs c'est le sous-titre de votre livre, les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique, donc de la France, puisque vous parlez de la France. Or, en première partie d'émission, on a parlé du sabotage de Nord Stream, on a parlé du gaz, on a parlé du pétrole, on a parlé de l'électricité. L'économie, c'est l'énergie, sinon qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Alors, expliquez-nous un peu d'abord, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Rappelons, je veux dire aux auditeurs, c'est quoi cette énergie sans laquelle nous ne pourrions rien faire? Et vous avez commencé, c'est très bien, par l'énergie de notre propre corps. Nous dégageons de l'énergie. Expliquez-nous. Une fois n'est pas coutume, on va avoir un raisonnement un peu anthropocentré. Nous avons tous des besoins à satisfaire. Ça, jusque-là, tout le monde est d'accord. Et pour les satisfaire, nous allons réaliser des activités. Nous allons interagir avec le monde qui nous entoure pour pouvoir cuisiner des aliments, labourer la terre, etc. Toutes ces activités, en substance, en termes physiques, nécessitent de l'énergie. Et l'énergie est une forme de quantification de la transformation de l'environnement. Que ce soit par exemple, donnez-nous des quotidiens. On veut dire, quand on parle comme ça, entre nous, on transmet, on fabrique de l'énergie. C'est pas on fabrique, justement. La production d'énergie, c'est un faux ami. On convertit de l'énergie d'une forme en une autre. En fait, on va avoir à disposition de l'énergie qu'on appelle primaire, naturellement disponible. Donc, typiquement, pour notre corps humain, ça va être la nourriture qu'on ingère. Et notre corps va se charger de la convertir de la forme chimique contenue dans les aliments en forme thermique pour nous maintenir à 37 degrés et mécanique pour qu'on puisse interagir, se déplacer et déplacer des objets autour de nous et également émettre des sons comme actuellement. D'accord. Alors donc ça, chacun d'entre nous, voilà, non pas fabrique de l'énergie, mais la transmet, la convertit d'une forme en une autre, afin de réaliser des activités dans le but de satisfaire nos besoins, de façon directe ou indirecte d'ailleurs. Donc le premier convertisseur, ce que j'appelle dans mon livre le convertisseur énergétique, à disposition pour satisfaire les besoins de l'humanité, ça a été nous-mêmes. Puis après, au fur et à mesure du temps, on s'est attaché à dompter, à maîtriser des convertisseurs énergétiques plus puissants, donc en termes d'énergie par quantité de temps, pour satisfaire nos besoins. Donc, le premier, ça a été le feu. Par exemple, le feu nous réchauffe plus que notre corps peut nous réchauffer, donc convertisseur énergétique plus puissant. Puis après, la domestication animale, pour l'attraction animale ou le déplacement. Le cheval, le bœuf de labour, exactement. etc., oui. Puis après, les moulins à eau, les moulins à vent. Et au fur et à mesure du temps, on est passé du convertisseur énergétique biologique à un convertisseur énergétique artificiel. Le premier extrêmement puissant étant la machine à vapeur. Et la machine à vapeur a totalement révolutionné notre monde parce que ça nous a permis de décupler la puissance des convertisseurs énergétiques à disposition et de décupler la quantité d'énergie qu'on a à disposition pour réaliser nos activités. Donc augmenter la quantité d'activités qu'on peut réaliser et satisfaire davantage nos besoins. Donc en parallèle d'une augmentation de la population humaine, c'est réaliser une augmentation de la satisfaction de nos besoins. Exponentielle, énorme. Enfin, ça a explosé. Concrètement, ça a explosé avec la consommation d'énergie primaire que l'on a au fur et à mesure du temps. En fait, c'est directement corrélé. Et alors justement, cette révolution absolument de la machine à vapeur, et aujourd'hui, enfin, on voit très très bien où on en est, à la fois du point de vue de la technologie, de l'énergie, etc. Mais justement, l'abondance a été là, l'abondance est plus que jamais là, mais en même temps, on ne parle aujourd'hui que de pénurie d'énergie. C'est-à-dire, on s'est retrouvé dans les circonstances, regardez, on a dompté, voilà, le pétrole, le gaz, l'électricité, la fée électricité, et aujourd'hui on dit mais où ils sont disparus? Pourquoi sont-ils si chers? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est drogué au pétrole, enfin aux hydrocarbures en général, même si on continue à consommer massivement du charbon. Pour rappel, quand même, le mix énergétique mondial, c'est quand même un quart de charbon, un quart de pétrole, un quart de gaz à peu près. Aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui. Donc un quart charbon, un quart pétrole, un quart gaz.
Et le quatrième quart? Le quatrième quart est composé d'hydraulique, de nucléaire, de renouvelable, de tout ce qui reste en fait. C'est ça, oui, d'accord. Donc autant dire qu'on... oui, les 3 premières quand même, c'est ça, il faut pas l'oublier. Au niveau mondial, oui. Vous voulez dire que le nucléaire, l'hydraulique, les éoliennes, le solaire, c'est dans le dernier quart? Exactement. Ouais. Faut le rappeler, ça c'est important. C'est très important de remettre les choses en perspective. Et en France d'ailleurs, en consommation finale, le pétrole et le gaz représentent 60% de notre consommation énergétique finale. Donc la France n'est pas un pays tout nucléaire, contrairement à ce qu'on parce qu'on dit, c'est 25% d'électricité, et comme le nucléaire compose 70% de l'électricité, 70% de 25%, ça fait 17%. Voilà. C'est ça. 17% de nucléaire à la fin. Donc c'est loin d'être tout nucléaire. Et du coup, comme on s'est drogué, on est devenu dépendant au pétrole, parce que c'est une énergie fantastique, le pétrole. C'est extrêmement dense, c'est liquide, donc facile à transporter. Elle se convertit d'une forme en une autre en la brûlant, concrètement. Donc c'est très facile, c'est pilotable, etc. Donc ça a tous les avantages. Mais le problème, c'est que le pétrole est une énergie fossile, comme le gaz ou le charbon. C'est qu'il y en a une quantité limitée sous terre, du moins le temps de renouvellement de cette quantité est largement supérieur à autant d'utilisation. C'est plusieurs millions d'années, et on utilise ça à plusieurs dizaines d'années plutôt. Donc au bout d'un moment, mathématiquement, on sait qu'il n'y en aura plus. Et il s'avère qu'on commence à arriver à la période là où il y en a de moins en moins, et le pic de pétrole conventionnel est déjà passé en 2008, le pic du pétrole non conventionnel est certainement passé en 2018, où il va pas tarder en tout cas. Vous appelez conventionnel, ah oui, conventionnel, non conventionnel. Conventionnel, c'est le pétrole qui s'extrait facilement. Donc on perce un trou, c'est liquide, ça sort, c'est facile, c'est fantastique. Le pétrole comme au Texas au début, quoi. Exactement, comme à l'époque de Rockefeller. Mais le pétrole non conventionnel, c'est un pétrole de roche-mère. Il y a des demandes énergétiques plus importantes, des technologies plus... Voilà, exactement. C'est plus compliqué au sens énergétique du terme. Ça demande plus d'énergie pour aller l'extraire. Du coup, le rendement, le taux de retour énergétique est plus faible, en quelque sorte. Et là, on en arrive à la période où il n'y en a presque plus. Enfin, il n'y en a presque plus. On arrive au pic, pourtant, en tout cas. On arrive à la moitié. On est vraiment arrivé au pic, parce qu'on dit, mais non, c'est pas vrai, il y a encore énormément de gisements, etc. L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'en tout cas, le pic du pétrole conventionnel est passé, lui. Ouais. Le pic du pétrole non conventionnel va pas tarder à passer, en tout cas. Est-ce qu'on a une idée même si c'est on a une idée de la période où, je sais pas, ça sera complètement épuisé, mais enfin, pratiquement. On a une idée ou pas? La fin du siècle à peu près, quand on voit les projections. La fin du siècle, en tout cas pour le pétrole. Le gaz, ça va durer un peu plus longtemps. Et le charbon, il y en a encore énormément, contrairement à ce qu'on pense. Il y en a encore énormément. Mais pour le pétrole, qui est quand même extrêmement commode, c'est d'ici à peu près la fin du siècle. Après, je peux pas faire de prévision exacte, mais c'est les ordres de grandeur. Et le fait d'arriver au pic, et que la France, puisqu'on va parler du cas de la France, soit importatrice de toutes ces énergies fossiles, on ne produit pas sur notre territoire, fait que les premiers à subir les conséquences d'un tarissement de l'approvisionnement, d'une contraction de l'approvisionnement, ça va être les pays importateurs, forcément. Donc nous, les premiers. Et ça va se matérialiser, pas d'une augmentation lente et continue du prix du prix du pétrole ou quoi que ce soit, ça va se caractériser sur une fluctuation plus importante. En tendance, ça va augmenter. On le voit déjà. La fluctuation augmente depuis même les chocs pétroliers, en quelque sorte. Ça augmente et ça ne fait que s'accélérer depuis à peu près 2005. Donc, pour en revenir à mes convertisseurs énergétiques, ce qui est le facteur limitant de la réalisation des activités humaines sur Terre, c'est la quantité d'énergie à disposition pour les réaliser. Bien sûr. Donc, soit c'est la quantité de convertisseurs énergétiques à disposition pour convertir de la forme disponible dans la nature à la forme qu'on utilise. Ce qu'on appelle les convertisseurs, c'est quoi? Gaz, pétrole, tout. Non, les convertisseurs, c'est des machines. C'est des machines. Donc, ça va être une centrale nucléaire, ça va être un moteur à combustion, ça va être une éolienne, ça c'est un convertisseur énergétique. Ça va être le corps humain, c'est un convertisseur énergétique aussi. Soit de l'autre côté, c'est la quantité d'énergie primaire que l'on met dans nos convertisseurs qui peut manquer. Ça, c'est les deux facteurs limitants. Il s'avère que dans l'histoire de l'humanité, en premier ordre, ce qui a été limitant, ça a été toujours le parc de convertisseurs énergétiques à disposition. Voilà, ça a été soit le corps humain, ça dépendait de nous, soit les animaux, soit le feu, etc. Donc c'était quand même assez limité. Et puis maintenant, on a énormément de machines, mais ce qui va commencer à manquer, par manque d'anticipation surtout, c'est l'énergie qu'on va mettre dans ces machines, pour les convertir. Eux, donc le pétrole, le gaz et le charbon. C'est pas l'énergie, c'est pas le... Exactement, elle est toujours disponible dans la nature, cette énergie, il faut aller la trouver. Et c'est pour ça que l'énergie renouvelable, par définition, a une quantité d'énergie disponible infinie, parce qu'elle est renouvelable, mais c'est sa capacité de conversion énergétique sur un territoire donné qui, elle, est limitée, en fait. Donc la quantité d'énergie développable par unité de temps.
Alors donc, et on va en parler justement après cette petite pause, ce qui est absolument incroyable, c'est que le nombre de guerres et tout ça provoqué par l'énergie, suscité par le conflit des énergies, suscité par le manque est énorme, et nous sommes aujourd'hui en plein dedans, on le voit, mais il y a eu dans l'histoire, il y a eu et puis plusieurs exemples assez dramatiques, et puis on va parler aussi des énergies renouvelables et des intermittents du spectacle, les éoliennes, les panneaux solaires et compagnie, avec Maxime Amblard. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Un très bon manuel de savoir-vivre en énergie pour toutes les générations, abondance et pénurie, de Maxime Amblard aux éditions Perspectives Libres. Alors Maxime Amblard, au fond, oui c'est ça, c'est très bien. Vous avez rappelé d'ailleurs que l'électricité n'est pas tout. Vous rappelez que effectivement sans essence, il n'y aurait pas de camions et que Paris et les grandes capitales mourraient de faim en quelques jours, etc., etc. Rappeler, remettre un peu les pendules à l'heure. Mais alors justement, parlons-en des pendules à l'heure. Aujourd'hui, voilà, on a vu ce qui s'est passé avec le conflit russo-ukrainien, les prix qui explosent, manque de gaz, pétrole, le Nord Stream et compagnie. Enfin, la dépendance, on achète du gaz de schiste aux Américains à 4 fois le prix, notre dépendance presque absolue vis-à-vis de tout cela. Mais alors, vous parlez, j'étais étonné, vous dites, les armes, après, vous dites, pour mener le combat de la souveraineté énergétique. Ben, elle n'existe pas, souveraineté énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut être souverain? Comment peut-être envisager la souveraineté énergétique dans un pays qui est strictement importateur de matières premières? Alors, tâchons déjà de revenir à la définition de souveraineté énergétique. Allons-y. Parce qu'on entend beaucoup parler de souveraineté énergétique, mais personne définit le terme. Déjà, la souveraineté. La souveraineté, c'est avoir le pouvoir décisionnel sur une zone géographique donnée et sur les entités morales et physiques, vous, nous, les entreprises, etc., qui sont sur cette zone-là, sans être soumis à des pouvoirs décisionnels extérieurs. Absolument. Voilà. Sans être soumis à des puissances extérieures qui vous dictent votre comportement. Exactement. Une fois qu'on a pris des décisions, ça c'est bien. Si on peut les prendre souverainement, c'est encore mieux. Mais encore faut-il pouvoir les réaliser, pouvoir réaliser les activités qui découlent de ces décisions. Et réaliser quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde concret dans lequel nous sommes, ça demande de l'énergie. Et c'est là où arrive la notion de souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique, c'est s'assurer d'être en capacité de pouvoir réaliser les activités humaines qui découlent des décisions souveraines que l'on prend. Et donc, en conséquence, ce que je mets dans mon livre, c'est que la souveraineté énergétique, c'est garantir un approvisionnement énergétique stable, soutenable et commode pour les entités morales et physiques de la nation qui en ont besoin. Les entreprises, les particuliers, etc. Exactement, alors, sur une zone géographique donnée. Ça veut dire quoi? Vous seriez aujourd'hui Premier ministre de la France en charge de mener la politique de la nation. Je rappelle que c'est la Constitution de la 5e République, c'est pas le président, mais enfin, faire quoi, ça veut dire? Concrètement, c'est prendre en considération les contraintes qui pèsent sur les sources d'énergie qu'on a à disposition. Donc pétrole, gaz, charbon, biomasse, hydraulique, nucléaire, éolien, solaire, etc. Il y a des contraintes physiques intrinsèques qui sont associées à ces sources-là, qui font qu'on ne pourra jamais les dépasser, il faut faire avec, etc. Ces contraintes, ça peut être sur les gisements, quelle est la quantité de ressources disponibles encore sous terre, par exemple, pour les énergies de stock. Ça peut être les impacts environnementaux, les impacts sanitaires, le taux de retour énergétique, ou même le prix de l'électricité. Voilà, c'est toutes sortes de contraintes. La souveraineté énergétique telle que je la définis, c'est minimiser toutes ces contraintes sur la zone géographique dans laquelle nous sommes. Alors prenons un exemple par le Maxime Amblard. Là aujourd'hui, le gaz de schiste est non seulement interdit d'exploitation en France, mais interdit d'exploration, comme vous le savez. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, on n'en sait rien. Mais vous, par exemple, vous seriez pour qu'on essaye d'utiliser ça aux grandes dames des... Justement, non. En fait, ça, la motivation première qui serait de on veut l'exploiter, c'est parce que c'est quelque chose de commode à utiliser, le gaz ou le pétrole. Par contre, les contre-arguments qui font que vaudrait mieux pas les exploiter, parce que en France, on en aurait, mais encore que pour quelques années, ça ne ferait que repousser le problème. Et les impacts sanitaires et environnementaux de l'exploitation du gaz de schiste sont catastrophiques. Et on a une densité de population qui est autre que dans le Wyoming américain. C'est clair. Donc autant dire que moi je ne souscris pas à l'exploitation du gaz, et je dis c'est même une chance en fait que la France et l'Europe n'aient pas forcément beaucoup de ressources énergétiques, en tout cas fossiles. Ça va nous obliger à être quasiment les premiers au monde à devoir essayer d'avoir une économie industrielle
sans énergie fossile. Mais basé sur quoi, justement? C'est la question. Eh ben, la conclusion à laquelle j'arrive sur les énergies qui sont les plus compatibles avec la souveraineté énergétique, c'est tout d'abord l'hydraulique. Tout ce qui est hydraulique, on doit l'exploiter au maximum de sa capacité dans notre les barrages fluviaux, donc au bord de fleuves, et les barrages de montagne. Ensuite, c'est le nucléaire. Voilà. Désolé pour ceux qui sont contre, mais c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Le nucléaire, notamment de surgénérateurs qu'on a, qui était Phoenix ou Super Phoenix en France. On a laissé tomber Astrid, etc. Astrid était le prolongement de tout ça, donc c'est le nucléaire surgénérateur qui arrive. Puis après, le nucléaire de 3e ou 2e génération tel qu'on l'a actuellement. Et ensuite arrive un peu plus loin la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque, qui est très loin derrière. Très loin, le charbon, le pétrole, le gaz. Le pétrole et le gaz parce que impacts sanitaires environnementaux catastrophiques et les réserves vont être vraiment très ric-rac d'ici la fin du siècle, donc autant s'en passer et planifier ça le plus tôt possible. Et le charbon, même s'il y a énormément de réserves, on sait très bien que les impacts sanitaires environnementaux sont faramineux. Pour ce qui est des impacts environnementaux, le charbon a un impact 170 fois supérieur à celui du nucléaire, qui a l'impact environnemental le plus bas. Et l'impact sanitaire, c'est pareil, 54 fois supérieur à celui du nucléaire, qui a l'impact sanitaire le plus bas, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pour ça qu'on a fermé une partie des centrales nucléaires et qu'on a rouvert les centrales à charbon. Ça, c'est une autre question. Oui, non mais Maxime Amblard, très bien, mais attendez. Et puis, juste, vous ne parlez pas de l'océan, il n'y a rien à faire avec l'offshore, l'océan, etc. L'océan, ça reste en fait... la France avec sa surface côtière assez extraordinaire. L'océan, ça peut être de l'éolien offshore, mais ça a les mêmes contraintes que l'éolien terrestre, que c'est de l'énergie diffuse, difficile à extraire, qui demande intermittente, qui demande des infrastructures et une consommation de métaux par énergie. Donc vous dites l'hydraulique d'abord. L'hydraulique. Le nucléaire, la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque de façon raisonnable dans le mix électrique et on essaie de se passer au maximum du gaz fossile en tout cas. Moi je propose dans mon livre de faire du gaz synthétique, mais on va pas aller aussi loin, mais du gaz fossile, du charbon et du pétrole. Et alors, effectivement, est-ce que c'est dans la perspective, dans ce que, et ce n'est pas du tout politique la question, mais du point de vue de la France telle qu'elle est aujourd'hui, et on parle beaucoup de la nécessité de la réindustrialisation, la nécessité des infrastructures, est-ce que c'est faisable et comment? Est-ce que c'est, je ne dis pas à l'horizon de quelques semaines ou mois, mais à l'horizon d'années, qu'est-ce qu'il faut changer complètement par rapport aux directions dans lesquelles... en fait, il faut profiter du fait qu'on ait encore du pétrole pour essayer de faire en sorte que ce soit faisable. Parce que sans pétrole, ça va être beaucoup plus compliqué, forcément. Donc notamment construire un nouveau parc nucléaire, parce que dans le scénario que je développe, qui, en termes de consommation d'électricité, moi je dis 2050, mais ça peut être 2060, 2070, c'est une date n'importe laquelle, je table sur une perspective de 1000 TWh quand RTE est plutôt à 600 TWh. Donc on a quand même, par an, donc on a quand même une grosse différence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir... en gros, 70 EPR2 sur le territoire français. On a combien aujourd'hui? Là, on n'a pas d'EPR sur le territoire français. On n'a pas d'EPR du tout. En fonctionnement, non. Mais on a des 900, et on passe comment de 0 à 70, cher Maxime Amblard? Alors, c'est pas tout à fait 0, parce qu'on a encore on a déjà des réacteurs quand même sur le territoire français. Mais ça veut dire on va rajouter une quarantaine quand même, à peu près. On fait comment? On s'y prend à l'avance, on planifie, on anticipe, on a une vraie volonté politique derrière, évidemment, et on y met les moyens. Mais on y met les moyens financiers, mais surtout énergétiques. Donc on met les hommes et on met les matières qui vont pour faire ces réacteurs nucléaires. Donc, et on s'y engage pleinement. Ça nécessite... Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ça nécessite du pétrole. À terme, il faudra faire en sorte de faire ça sans pétrole. Et c'est le fait de boucler comme ça, de faire, de pouvoir fabriquer des convertisseurs énergétiques, éolien, photovoltaïque, biomasse ou nucléaire, juste avec de l'énergie qui provient de ces sources-là, là, ça va être plus compliqué et ça va être sûrement plus cher. Qui dit plus compliqué dit forcément plus cher d'ailleurs. Oui, on retrouve toujours au choix politique, au choix aux priorités. Malheureusement, oui. Et c'est ce à quoi je m'attache dans mon livre, c'est justement de ne pas faire de politique, de ne pas faire d'idéologie, de ne pas donner d'opinion, mais de raisonner que sur des faits. Parce qu'il y a, malheureusement, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais il y a quand même dans ce monde des gens qui s'attachent à établir des faits, des choses observables, mesurables, quantifiables et intangibles. Et ça n'a pas le même poids argumentatif que des opinions.
Voilà. On peut rêver d'un monde 100% renouvelable, mais il faut dire ce que ça va impliquer derrière. Ça va forcément impliquer une réduction de la quantité d'activités humaines qui pourront être réalisées, et donc de besoins humains satisfaits. Et à population constante, ça va c'est réduire notre niveau de vie. Niveau de vie, absolument. Donc vous, par exemple, c'est ce que vous dites. Vous dites donc, effectivement, aujourd'hui, enfin, pour vous, les éoliennes, c'est quelque chose à utiliser, mais extrêmement relativement et de manière extrêmement calculée, limitée, quoi. C'est quelque chose à utiliser. Ce serait dommage de ne pas utiliser des éoliens là, enfin de ne pas exploiter le vent là où il y a du vent quand même en abondance. Ce serait dommage, mais de façon raisonnée. Pas de façon dogmatique en disant on en veut 100%. Non, de façon raisonnée, raisonnable d'ailleurs. On va en mettre une certaine quantité parce que sinon ça consomme trop de métaux, parce que voilà, il y a les contraintes que je cite dans mon livre vis-à-vis de ça. Oui, mais Maxime Amblard, vous savez très bien que l'énergie n'a pas de frontières. Et comment faire s'il n'y a pas, je ne dis pas sans frontières, parce que ce n'est pas du tout la question, mais comment faire pour qu'un certain nombre de nations s'unissent ensemble, qu'il y ait un tout petit peu de solidarité là-dessus. On a l'impression qu'on est très loin de ça aujourd'hui. C'est la guerre de tous contre tous, et je fais pas de politique là. Oui. Bon, après, si on est souverain, on doit respecter la souveraineté des autres aussi. Hein. Donc, ils font ce qu'ils veulent là dans leur pays. Et je suis pas content que les Allemands essaient insidieusement de nous imposer leur mix énergétique en essayant de nous faire fermer des centrales nucléaires par l'intermédiaire de l'Union européenne. Et je serais pas d'accord qu'on leur impose des centrales nucléaires de leur côté. Par contre, on a été suffisamment intelligent pour recopier des décisions qui sont pas forcément les bonnes, qui viennent des États-Unis, de l'Allemagne, etc. Je gage que l'être humain étant une espèce profondément mimétique, si on commence à avoir des bonnes idées, à les appliquer, à voir que ça marche, d'autres pays vont s'en inspirer quand même. D'accord. Eh ben écoutez, en tout cas, vous ouvrez un sacré dossier, et encore une fois, c'est bien de remettre l'église énergétique au milieu du village, de rappeler les proportions, parce que on a tendance à les oublier, rappeler la hiérarchie des priorités. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs? Et du coup, nous avons beaucoup d'appels au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler, vous avez la parole. Et on commence avec Jacques des Landes. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à tous les auditeurs, et bonjour je veux dire sur le bureau. Voilà, je me permets de vous appeler, parce que voilà, bon, j'ai presque 70 ans, mais pourquoi moi qui, bon, tout juste, comme on dit, le certificat d'études, mais j'avais un parent qui était assez très proche, qui a fait Paul-Émile Victor, les îles Kerguelen, dans les années 60, etc. Quand il est revenu, il nous a annoncé à la famille, 2050, augmentation de l'eau de 3 à 6 mètres, donc la moitié d'Arcachon, si vous voulez, dehors. Et le carré, enfin un carré, mais Bordeaux, Lyon, Marseille, donc tout ce sud inondé, de la France. Inondé. Non. C'est la sécheresse qui monte celle qui est du nord de l'Espagne, qui sera comme ça, c'est-à-dire. Donc, pourquoi moi je savais que, donc on parle de changement de la couche d'ozone depuis, etc. Donc soit les lobbies sont très forts, parce que bon, si on annonce qu'Arcachon des maisons de 1 million ne valent plus que 100 000 euros parce qu'elles vont prendre un chose, ça va. Donc pourquoi alors le monsieur qui a fait le livre, c'est pour ça que je réagis, parce que bon, il faut qu'on arrive en 2020, bon, pour faire des planifications. Mais tous ces ingénieurs qui étaient donc avec Paul-Émile Victor et qui savent, puisque le GIEC est un moment avait fait, et monsieur Allègre qui était un moment un peu contre ou des trucs, il s'est fait taper dessus bon, si vous vous en souvenez. Mais pourquoi, je veux dire, soit on va, comme monsieur dit, soit on planifie, mais vraiment en tapant du poing sur la table, parce que, voilà, hier j'entendais donc les viticulteurs, les choses, mais tous les ans ils vont se plaindre. À Bordeaux, ils vont faire du Banyuls dans 10 ans. Donc, c'est comme ça. Donc, moi qui suis jeune, moi des fois je râle quand j'entends que, comme tout, que les lobbies nous passent par rapport à cette France, et par rapport maintenant qu'on est rentré, parce que moi... mais on vous a bien entendu, Jacques. Je voudrais quand même que Maxime Amblard réponde. C'est-à-dire s'il dit, voilà, il a entendu le GIEC, il a entendu son parent qui revenait chez Paul-Émile Victor et qui lui dit, voilà, 2050, et on se rappelle des prédictions, la famine, rappelez-vous le Club de Rome, l'an 2000, ça va être la fin du monde, ou presque. Alors, il y a eu ça aussi, qui a beaucoup impacté, Maxime Amblard. Mais visiblement pas suffisamment, ça n'a pas suffisamment impacté la population pour qu'elle ait envie de voter pour des personnes qui ont ça en tête et qui agissent en conséquence.
Il y a le politicien, il ne fait, enfin il ne fait que répondre aux sentiments, aux préoccupations de la population pour justement se faire réélire. Si la préoccupation principale de la population, c'est le pouvoir d'achat, à juste titre, je ne dis pas que c'est mauvais, mais le pouvoir d'achat, la sécurité, que ce soit, le politique va répondre en priorité à ces questions-là. Non, mais là, la question de Jacques, c'était le discours apocalyptique qui continue encore chez certains. Voilà, et on est. Rappelez-vous l'inondation, les villes vont être inondées, le niveau de la mer va hausser, etc. Pour vous, ça fait partie quand même. C'est dans cette problématique aussi que ça. C'est la problématique climatique, environnementale, qui est la conséquence de l'impact néfaste de nos activités sur la planète. Impact néfaste que l'on ne neutralise pas, que l'on ne gère pas. En fait, la planète, c'est la poubelle géante. Donc, quand on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, on s'en occupe pas. On le balance dans l'atmosphère, contrairement d'ailleurs aux déchets nucléaires que l'on gère et que l'on neutralise. Je tiens à préciser. Et il y a quand même, à raison, je veux dire, c'est quand même des études scientifiques qui y a derrière les rapports du GIEC, etc., qui font certes des prédictions, mais sur la base d'observations réelles. Après, comme toute prédiction, il y a forcément une incertitude. Mais il y a quand même de quoi s'inquiéter. Il y a quand même forcément de quoi s'inquiéter. Après, pourquoi on n'agit pas plus tôt ? Ça c'est une autre question. On va tourner une rapide page de pub, mais vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et après la pub, on accueillera César de Bayonne. À tout de suite sur Sud Radio. 13h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole aussi via 0826 300 300 pour interpeller Maxime Amblard et son livre Abondance et pénurie. Et on accueille César de Bayonne. Bonjour César. Oui, bonjour César. Bonjour à tous, ravi de vous saluer André. Bonjour à Maxime Amblard. Bonjour. Oui. On vous écoute, César. Alors, je m'interroge, je me demande s'il n'y a pas des partis politiques en France, comme dans d'autres pays, qui ne sont pas en fait des faux partis, des partis au service des intérêts américains. Parce que je remarque souvent que les Verts, par exemple, pour ne citer que ce parti, souvent beaucoup de gens de ce parti sont pour la ruine du pays. Ils sont pour qu'on vive un peu comme des cons, c'est-à-dire juste avec des choses comme des éoliennes ou des choses comme ça. Et ils se fichent complètement du désastre que ça représente. Mais par contre, quand on utilise du gaz de schiste américain qu'on paye 4 à 5 fois plus cher, il n'y a pas de problème. Quand c'est des Chinois qui nous vendent des trucs, il n'y a pas de problème. On les entend pas. Je remarque... Allô ? Oui, on vous entend. Je disais, on ne les entend pas. On ne les entend pas, voilà, on ne les entend pas. Et donc, je suis impressionné que dès que c'est pour proposer, entre guillemets, aux Français de vivre un peu comme des cons, il n'y a pas de problème. C'est l'écologie de la doxa. Mais par contre, dès que c'est pour les Américains, là, par contre, tout va bien. Dès que c'est et quand il y a des ingénieurs comme M. Amblard, par exemple, qui est là aujourd'hui, ou comme le professeur Raoul qui nous parle de l'hydroxychloroquine, là, par contre, ça va pas dans les intérêts de la doxa, ça devient complotiste. Je trouve que c'est un petit peu facile, cette ambiance dès que des scientifiques sérieux proposent des choses, ça devient... C'est pas intéressant, c'est complotiste, c'est le fascisme même, comme le dit Sandrine Rousseau. Ouais. Et par contre, dès qu'on propose des choses de la doxa qui arrangent les intérêts, alors que je vous donne un exemple, les Verts, ils sont très puissants en Allemagne, il y a plein de centrales à charbon. Vous voyez, il y a une ambiance qui est complètement n'importe quoi. Et je voulais juste m'interroger là-dessus, voilà. Très bien, merci César. Oui, c'est la contradiction quand même, Maxime Amblard. Hein. Je parlais en tout cas dans le cadre de l'énergie. Moi, je vais pas m'orienter. Non, mais c'est dans le cadre de l'énergie, parce que il faut choisir quand même ses priorités, parce que sinon, oui, bien sûr, vous n'êtes pas dans le ciel, dans la planète Mars, loin des réalités. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, il se passe, par exemple, c'est très intéressant. C'est vrai, non mais, vous dites, par exemple, le gaz de schiste. Regardez, vous venez de dire, c'est vraiment une catastrophe. Je constate quand même que nous achetons du gaz de schiste aux Américains à un prix tout à fait remarquable, qu'on n'entend pas un mot. Alors vous me dites, c'est pas à moi de critiquer les écologistes, mais quand même, on n'entend pas un mot des passionnés de l'environnement. Ils vont pas mettre ça en avant, forcément. Mais oui. Moi, en tout cas, j'interprète ça, c'est mon opinion personnelle, oui. C'est qu'une opinion, ça vaut ce que ça vaut, mais d'un manque d'anticipation. Alors, à la fois d'une vue idéologique, donc ils étaient convaincus, et sans regarder vraiment la réalité qu'il y a derrière, mais ils s'étaient convaincus que il fallait aller dans une direction en particulier. Ils n'ont pas anticipé les conséquences, ou ils les ont pas vues, tout simplement. Et
ils ont du mal à se remettre en cause et à se dire on s'est trompé de chemin, il faut revenir en arrière. Mais même en général, pas que sur le point de l'énergie, mais en général, c'est difficile de se remettre en cause, de se remettre en question et de changer de chemin, d'affirmer qu'on s'est trompé de chemin et de le changer pour essayer une autre voie qui pourrait être meilleure. Et quand on est presque dans une logique religieuse, comme il y a dans certains partis ou même dans certaines associations, contre une énergie ou pour certaines autres, on est imperméable à la rationalité et on est imperméable aux faits, en fait. Quels que soient les arguments qu'on va pouvoir leur avancer, ils vont pas les voir, ils ne veulent pas les voir. Ils veulent pas, oui, c'est le déni. Vous savez, et ce que vous dites est très très exact, et dans beaucoup de domaines, tout le problème, et c'est vraiment grave, c'est qu'on considère que son parti pris est une religion, et donc si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un mécréant. Et on le prend personnellement, en plus, quand on attaque son idée, on sent une attaque sur nous, donc forcément on va se défendre. Oui, ce qui quand même n'arrange pas les priorités à prendre. Hein. Oui, donc je pense pas que ces partis-là soient vraiment en lien direct avec les Américains, quoi que ce soit. C'est juste conséquence des événements qu'ils subissent, en fait. Et comme on n'a pas vraiment le choix, on va vers les Américains parce qu'ils nous proposent de nous fournir du GNL. Et comme on n'avait pas établi des contrats à long terme comme d'autres pays, on se tape des prix du GNL 4 fois supérieurs parce que c'est le prix du marché, ils sont comme ça, en fait. Et on subit. Voilà. Oui, bien sûr. Et voilà, on n'a pas anticipé une fois. Et c'est ce que je plaide pour ça. Je plaide pour de la planification, de l'anticipation, de la réflexion pour justement éviter de subir la période de pénurie qu'on commence à avoir et qui va se poursuivre, qu'on ne la subisse pas, qu'on finisse pas, comme disent certaines autres personnes, dans une perspective de Mad Max, mais dans une perspective où vraiment on anticipe cette contraction énergétique, on la planifie, on s'organise en conséquence. Mais cher Maxime Amblard, il y a un commissariat au plan, il faut aller voir Monsieur Bayrou. Oui. Oui, ça vous fait rire. Moi aussi. Merci beaucoup César. Et on va dans l'Ain, à Yenne, accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, on vous écoute Pierre. Alors, moi j'ai une remarque à faire. Je voudrais avoir votre avis, monsieur. C'est très intéressant ce que vous dites. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir une écologie de compétences et pas idéologique. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on est capable de brûler des tonnes et des tonnes de déchets collectifs et de traiter les fumées. Et quand on veut lancer un tout petit réacteur pour brûler des déchets préparés et offrir de l'énergie thermique à un industriel qui est au bord de la rupture à cause des coûts énergétiques, on a les mêmes autorisations à remplir, les mêmes qu'un incinérateur, et donc on n'avance pas. Donc je pense, et la question c'est celle-là, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter cette idéologie, cette écologie idéologique et ne pas avoir une écologie de compétences et de gens sachants comme vous l'êtes, monsieur ? Maxime Amblard. Je ne peux qu'être d'accord, mais après, il y a la liberté d'expression, il faut que tout le monde s'exprime. Oui, mais tout le monde s'exprime, mais il faut décider à un moment donné. Oui, il faut décider. Il faut mettre les personnes qui ont ces compétences-là, forcément. Comme dans toute entreprise, d'ailleurs, on essaie de mettre les gens compétents aux postes qui vont bien. Donc oui, je ne peux être que d'accord, mais c'est plus compliqué à faire qu'à dire, malheureusement. Exactement. C'est certain, mais en tout cas, c'est un constat qu'on est obligé de faire. Lucien. Merci beaucoup, Pierre. Et on accueille Nour du Val-de-Marne. Bonjour, Nour. Oui, bonjour, Nour. Bonjour, monsieur André. Bonjour à votre invité, monsieur Amblard. C'est ça ? Oui, voilà. Je voulais vous faire un avertissement, monsieur Berkoff. Oui. Concernant monsieur Simon Hersch, excusez-moi de faire une introduction. Bientôt, dans 10 mois, vous allez avoir 85 ans. Et d'après les médias stream, ils ont félicité monsieur, comment il s'appelle, Simon Hersch, ils ont dit qu'il a dénoncé la guerre de... oui, il a parlé du sabotage de Nord Stream, voilà. C'est ça. Oui. Oui, voilà. Donc les deux dénonciations par rapport à la guerre des prisons d'Irak, il était bon, mais là, il a 85 ans, il est plus crédible. Donc, monsieur Berkoff, méfiez-vous. Dans 10 mois, vous n'allez plus être crédible. Moi, je vous adore. Oui, je sais, Nour, et je vous remercie parce que je sais que c'est une très jolie... non, mais vous avez raison. Vous savez, je vais vous dire, il y a un écrivain français qui a écrit la chose définitive là-dessus. Il n'y a que les imbéciles
qui ont l'âge de leurs artères. Si vous voulez, Seymour Hersh est un des plus grands journalistes américains. Il a parlé justement, il a pris position, et vous le savez, au moment de la guerre d'Irak, il a été très très violemment contre les autorités de son pays, et puis des tas d'autres choses. Et je crois que, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un réseau d'informateurs très fort. Alors je ne sais pas, je ne peux pas. Monsieur Berkoff, excusez-moi de vous couper. Imaginez, vous êtes en bonne santé. Je vous souhaite la bonne santé. Dans 10 mois, vous serez plus crédible parce que vous avez 85 ans. Tout simplement. Non, j'aurais pas encore 25 ans dans 10 mois. Non, non. C'est dans 3 ans. Dans 3 ans. Donc j'ai le temps. Ah bon? Oui. Ah bon? Vous faites bien. Non, mais même dans 20 ans, je vous aimerai. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez quelque chose entre les oreilles quand on disait RTL à l'époque quand c'était bon. Une question par rapport à votre invité, M. Amblard, c'est ça? Oui, allez-y. On parlait de souveraineté de pays. Vous avez parlé de souveraineté d'une manière générale, mais pour moi, un pays souverain, c'est une constitution, c'est une armée, c'est une monnaie, c'est des frontières. On ne peut pas parler de souveraineté dans un pays comme la France. La France que j'adore, je suis immigré comme vous, M. Berkoff, et ça fait 47 ans. La France, c'est moi, mais des choses d'ici, j'ai mal, mais bon, je continue quand même à espérer. Comment on peut parler de souveraineté, sachant qu'on n'a pas de constitution, on n'a pas d'armée, on n'a pas de monnaie, on n'a pas de frontières? C'est ça le problème. Alors, il va vous répondre, c'est intéressant, évidemment, ça dépasse... nous et Maxime Amblard, on arrive, hélas, en fin d'émission, mais vous reviendrez, évidemment. Maxime Amblard, c'est vrai que ça dépasse, évidemment, votre livre, L'Abondance. C'est pas aussi mon domaine de compétence. Non, tout à fait. Non, mais pour revenir à la souveraineté énergétique, puisque ça, vous en parlez, la souveraineté énergétique, et vous l'avez exposé, là, et encore une fois, j'invite à lire votre livre, parce que c'est bourré d'informations et de faits. Mais au fond, ce que vous nous dites en creux, c'est que tout dépend là, non pas vous êtes là, vous montrez les dossiers, vous étalez vous étalez les faits, voilà ce qui se passe, et puis à quelqu'un, vous appelez en tout cas de vos voeux, quelqu'un qui reprenne en tout cas vos observations comme d'autres, et qui aille dans le bon sens. De ce que je considère comme le bon sens, mais basé sur des données factuelles, en effet. Mais enfin, pour vous, c'est votre bon sens. Oui, pour moi, c'est la marche à suivre. Pas que pour moi, d'ailleurs, ce qui va quand même en me rassurant. Mais après, on est quand même dans un pays qui a encore une certaine capacité de décision. On a délégué un pouvoir décisionnel à l'Union européenne, certes, mais on a quand même un pays qui garde quand même un pouvoir de décision, notamment sur son mix énergétique. Donc il est tout à fait possible en France, demain, de décider d'un certain mix énergétique, peut-être même d'un certain moyen de le financer, et d'y aller. Tout ce qui manque encore aujourd'hui, on a les moyens. C'est la volonté. On a les moyens politiques de le faire. Après, la volonté politique n'y est pas forcément. Après, si on a les moyens physiques, ça, c'est autre chose. Il nous faut de l'énergie, de la matière première. Et bon, en France, il faut l'importer. Et ça, c'est une autre question. Vaste programme, Maxime Amblard. Mais en tout cas, écoutez les pièces du dossier, lisez les pièces du dossier, c'est déjà pas mal.